Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous recevons ma compatriote, l'avocate et analyste du comportement suisse, Marianne Volonté. Bienvenue, Marianne. Merci Pascal de m'avoir invité. Je suis vraiment ravie. Et je suis heureux que vous ayez accepté, car vous faites quelque chose de très intéressant dans votre travail quotidien. Vous avez créé un test d'analyse de la personnalité, cherchant à typifier les individus. J'aimerais parler avec vous du leadership européen, qui en ce moment est vraiment difficile à comprendre. Pourquoi ces personnes, en particulier au niveau de l'Union européenne, mais aussi en Allemagne, en France, en Italie, et ainsi de suite, se sont montrées si obéissantes envers les États-Unis? Quelles sont vos réflexions à partir de vos recherches et de votre expérience sur le manque actuel de leadership en Europe? Je pense qu'il y a toujours eu un manque de leadership dans le monde. La question est, pourquoi est-ce si dramatique en ce moment? Je pense que c'est parce que certains acteurs de ce monde ne se comportent pas comme nous en avons l'habitude, surtout les politiciens. Mais le vrai problème, c'est pourquoi y a-t-il un manque de leadership? Parce que nous ne nous dirigeons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos propres leaders. C'est pour cela que je me suis tournée vers le domaine de l'analyse comportementale. Mon intérêt a commencé très jeune. Pourquoi nous comportons-nous d'une certaine manière? Et pourquoi ce comportement dépend-il de la personne avec qui je me trouve? Mon objectif était de trouver des outils pour comprendre ces schémas de comportement, en particulier ceux dans lesquels nous retombons sans cesse, même contre notre propre volonté. Alors, comment ça fonctionne? Je veux dire, c'est, je pense, très important, non? Notre comportement et celui de certains dirigeants dépend de la personne avec qui nous sommes. Donc, c'est pas que le comportement dépend uniquement de la personne elle-même, de ce qu'elle est, mais aussi de l'environnement. Peux-tu expliquer cela un peu? Bien sûr, tout commence par moi-même. Si je ne me connais pas, je dépends automatiquement de la dynamique avec les autres. Car si je ne me connais pas, je ne peux pas gérer consciemment mon comportement, ni ce que je veux ou ne veux pas vraiment, les décisions que je prends. Par exemple, non, je dois revenir aux bases. Nous faisons partie, et c'est là l'aspect philosophique, une communauté internationale, fondée sur quelques archétypes de personnalité, avec des combinaisons bien sûr. C'est la part innée que nous avons. Et cette part, nous devons la connaître. Ce n'est qu'alors que nous pouvons comprendre ce qui relève de l'acquis, ce qui est l'influence culturelle ou environnementale qui façonne ma manière de me comporter d'une certaine façon. C'est pourquoi il est si important de me connaître moi-même, car ce n'est qu'ainsi que je peux connaître les autres. La dynamique doit être gérée, mais elle ne peut l'être que si je me connais. Ainsi, l'ignorance est le problème dans la gestion de la dynamique entre les personnes. Selon vous, est-ce que cela a un impact sur la politique? Je veux dire, d'un côté, je vois clairement à quel point cette recherche est très importante pour les organisations, n'est-ce pas? Parce que les organisations vivent grâce aux individus qui les composent et à la manière dont ils travaillent ensemble. J'ai parlé à d'autres personnes comme Friedrich Glassel, qui a développé son célèbre modèle de gestion des conflits au sein des organisations. Et ce modèle peut et doit également être appliqué à la politique internationale. Mais lorsque nous prenons votre modèle du comportement humain et que nous le relions à la question politique, comment, dans un pays comme la Suisse, forte de 9 millions d'habitants, ou dans l'Union européenne, qui compte maintenant quoi, 350 ou 400 millions de personnes, lorsque nous l'appliquons au niveau politique, quel est l'impact de ces différents traits de caractère et de ces personnalités?
Je pense que la Suisse est un bon exemple, et ce n'est pas un hasard si la Suisse est neutre, car les conditions préalables étaient réunies. L'une d'elles est que nous sommes un petit pays, donc par nature, nous n'avons pas de fantasme hégémonique de conquête du monde. C'est une chose. Mais ce qui est bien plus important, c'est que nous avons été contraints de composer avec 3 cultures. Et je pense que c'est précisément le cadeau que nous avons eu. Ou la chance que nous avons été forcés de nous comprendre les uns les autres, nous avons été forcés de nous écouter, nous avons été forcés d'essayer d'entrer dans la mentalité des autres et aussi de respecter la diversité. Et voici le point essentiel. Pourquoi les gens ne respectent-ils pas la diversité? Ils parlent d'inclusion, mais ils ne sont absolument pas prêts à la mettre en pratique parce que nous avons des préjugés. Nous avons nos croyances sociales et ainsi de suite. Je comprends pourquoi vous étudiez la neutralité, car c'est un phénomène extraordinaire qui a en réalité à voir avec le comportement. Pourquoi suis-je prêt à accepter la diversité entre les États et pas seulement entre les individus? C'est là la base de la neutralité. Pensez-vous que cela, l'état d'esprit des gens et leur manière d'aborder le monde, influence réellement la façon dont leur pays fonctionne? Nous savons que les Européens et les Américains, et soyons honnêtes, les Américains ne sont que des Européens émigrés, plus les personnes qu'ils ont amenées comme esclaves dans le Nouveau Monde, n'est-ce pas? Alors, cette culture occidentale est-elle importante? La manière dont ces pays se comportent et s'attendent, par exemple, à ce que tout le monde agisse comme eux, n'est-ce pas? C'est comme une croyance fondamentale. Nos valeurs et notre façon de gérer le monde international sont celles que tout le monde devrait adopter, aussi bien à l'échelle internationale que locale. Selon vous, est-ce lié à la personnalité ou bien aux caractéristiques des personnes qui dirigent ces pays? Absolument. Et à la base de tout cela, il y a le manque de conscience que chacun est différent et que chacun possède des qualités. L'idée selon laquelle nous devons apprendre aux autres comment vivre vient de l'ignorance. L'ignorance de leurs valeurs et de tout ce que nous pourrions apprendre d'eux. Et cela commence dans les familles où nous pensons devoir dire à nos enfants quoi dire, quoi manger, avec qui être, et ainsi de suite. Comment pouvons-nous croire que nous savons des autres? C'est là qu'est le fondement de cette hypothèse. Oui, mais nous avons ça depuis longtemps, non? Je veux dire, si l'on pense aux discussions ou aux représentations du 19e et du début du 20e siècle sur le fardeau de l'homme blanc, censé apprendre au reste du monde comment se comporter et comment faire partie du monde civilisé, ces expressions étaient encore, il y a seulement quelques décennies, parfaitement acceptables, n'est-ce pas? Ce n'est que récemment que nous avons commencé à comprendre que c'était peut-être un peu condescendant. Mais cette prise de conscience n'a même pas encore touché tout le monde. D'où cela vient-il? Je pense qu'il y a toujours eu d'autres voix par le passé, mais elles ne commandaient pas le monde. C'est bien là la question. Qui commande le monde? Le monde est dirigé par des personnes profondément convaincues que ce qu'elles pensent et font est juste. Et ce que j'ai appris en 15 ans de pratique du coaching, c'est qu'elles le croient sincèrement. Ce n'est pas par arrogance. Elles pensent vraiment avoir raison. Mais ce n'est pas seulement qu'elles ont raison. C'est qu'elles ont raison pour vous et pour tout le monde. Elles y croient véritablement. Alors les autres doivent dire « Non, désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas vivre comme ça. » Je pense que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quel type de personnalité parvient au sommet? Il existe une théorie, ou plutôt des recherches à ce sujet. Je ne les ai pas lues moi-même,
mais j'ai entendu parler d'études qui s'intéressent à la psychopathie. Des personnes qui sont des psychopathes cliniques, dépourvus d'empathie et présentant des traits de caractère marqués de psychopathie. Et ces personnes, de manière disproportionnée, accèdent à des postes de direction. Car pour réussir dans un environnement d'entreprise ou hautement compétitif, ces traits vous font simplement avancer plus vite. C'est un avantage d'être un coup bas. Si vous êtes capable de trahir un ami pour obtenir le poste suivant dans l'entreprise, alors vous obtiendrez ce poste et l'ancien ami, non. Donc, est-ce quelque chose que vous pouvez approfondir avec vos recherches? Comment ces types de caractères ou de personnalités influencent qui atteint le sommet de la pyramide? Exactement. Nous les appelons les performants, car ce sont des personnalités innées qui s'efforcent d'atteindre des objectifs. Ils doivent être parfaits, et ainsi de suite. Ce sont les bâtisseurs de carrière. Ils dominent l'industrie, l'économie, et ainsi de suite. Le fait est que, comme je l'ai dit, je ne l'aurais pas cru. Le problème, c'est que la psychologie classique dit « Oh, ils ont un trouble mental ». Ce ne sont pas des nazis ni quoi que ce soit de ce genre, ni cliniquement quelque chose, je ne sais pas. Non, c'est simplement leur nature et on ne peut pas les changer. C'est leur nature fondamentale. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de personnes qui veulent atteindre des objectifs, qui ne regardent ni à droite ni à gauche et qui avancent simplement. Mais le problème, c'est où sont les autres, ceux qui disent « Eh non, ce n'est pas la bonne voie, cela néglige tel ou tel intérêt », et ainsi de suite. En réalité, les autres les laissent simplement faire. Alors, combien de types de personnalités de base existent-ils selon votre modèle et vos recherches? Nous avons les performants, ceux qui veulent vraiment atteindre le sommet, quoi qu'il arrive. Et n'allons pas, vous avez tout à fait raison, c'est une mauvaise habitude de tout pathologiser, car alors tout devient une maladie qu'il faut guérir. Acceptons simplement que cela existe et apprenons à composer avec. Très bien, nous avons les performants, aussi acharnés soient-ils dans leur lutte. Quels sont les autres types? Ensuite, nous avons, et d'ailleurs la base des 5 types provient des 5 motifs d'empreinte digitale, connus depuis la fin du 19e siècle. Sir Henry, un scientifique anglais en Inde, a découvert qu'il n'existe que 5 motifs d'empreinte digitale. Comment? Et c'est bien le cas. Nous le savons grâce aux services de police et au département de médecine légale du monde entier. Depuis plus de 100 ans, nous savons que les empreintes digitales ne changent pas. C'est pourquoi il est devenu possible de déduire certains comportements à partir de ces 5 motifs. Nous avons donc 5 motifs et 5 types de personnalités ou profils. L'un est le conciliant, un autre le performant, puis viennent le médiateur, l'enthousiaste et le défenseur. Ils sont totalement différents. 3 de ces 5 profils sont principalement guidés par l'émotion. Bien sûr, pas uniquement, tout le monde a du courage, mais leurs actions et comportements sont surtout dictés par leurs émotions. Les 2 autres sont davantage guidés par l'intellect ou le mental. Alors les autres, d'accord, tu as dit, quels sont les autres? Le conciliant. Ah, le conciliant veut la paix, il évite les conflits, donc ce ne sera pas lui qui dira « bonjour » en premier. Non, en fait, il a peur des performants. Bon, d'accord, mais il a ses qualités, nous avons besoin des conciliants, car ils veillent à ce que nous ayons la paix. Ensuite, nous avons les médiateurs, les répareurs d'esprit, comme je les appelle. Pourquoi? Tu ris, mais je réfléchissais et j'ai écouté beaucoup de tes podcasts et je comprends, tu dois être un médiateur. Je suis quelqu'un qui veut faire plaisir. Je ne supporte pas la dissonance. Vraiment, je ne peux pas. Cela me rend physiquement malade.
Très important, Pascal. Il y a 26 combinaisons possibles de ces 5. 26. Imagine ça. Tu peux avoir 2 de ces 5 types, ou 3, 4, voire les 5. J'ai eu 2 personnes qui possédaient les 5 de ces archétypes. Bref, pour revenir à ta question, les enthousiastes sont aussi très mentaux, mais d'une manière différente. Les enthousiastes ont une vue d'ensemble, ils voient le tableau global. Ce sont les visionnaires, ceux qui pensent en dehors des sentiers battus. Et puis, nous avons les défenseurs. Les défenseurs sont « Allô, il faut être correct, loyal, honnête, les meilleurs employés, les meilleurs partenaires. Ils ne te quitteront jamais, même si tu les traites mal. Ils ne partiront pas, car une fois qu'ils ont dit oui, ils s'y tiennent. » Ce sont des partisans fidèles. Quoi qu'il arrive, ils seront à tes côtés jusqu'à la fin amère. Oui, jusqu'à la fin amère. J'ai connu un couple marié depuis 60 ans. Elle était, et elle est toujours en vie, une défenseuse. Et lui l'a trompée pendant ses 60 années de mariage. Elle est toujours avec lui. Elle le déteste, elle se dispute avec lui, mais elle reste avec lui. Bref, ils ont de grandes qualités. Ils sont honnêtes, résilients, loyaux, toujours présents, réactifs. Ils te défendent, et ainsi de suite. Bon, pour revenir à ces autres, avec toutes leurs forces et faiblesses. D'ailleurs, tout le test ressemble à une analyse SWOT à l'échelle personnelle. Chaque profil a des forces et des faiblesses, et puis, dans une autre équation, nous avons des potentiels et des défis. Tout le monde en a. Voici donc la partie philosophique. Tout le monde a des forces, des faiblesses, des potentiels, et ainsi de suite. Alors, qui est-ce que je pense être? Je ne peux qu'apprendre de tout le monde, de n'importe qui autour de moi. Et c'est là le problème de nos dirigeants. Ils pensent qu'ils savent. Oui, mais quelque chose que nous n'avons jamais fait ou dont je ne serais pas au courant, c'est que des organisations ou même des instances politiques essayent d'intégrer la connaissance des différents types de personnalités dans leur structure. Nous n'avons pas de manuel de bonnes pratiques sur la meilleure façon de combiner les types de personnalités pour obtenir une organisation réussie ou un État prospère, n'est-ce pas? Nous vivons encore, même dans les démocraties, dans un monde où les forts l'emportent sur les faibles, n'est-ce pas? Que ce soit lors d'une élection ou, tu sais, au Parlement, selon qui est le meilleur pour créer des majorités, et ainsi de suite. Ce n'est pas fondé sur comment combiner les gens pour avoir une équipe performante. C'est plutôt comment prendre le pouvoir. Selon toi, qu'est-ce que cela change dans la manière dont les organisations, et j'inclus les pays là-dedans, fonctionnent réellement? C'est exactement le point. Et ce que tu dis est juste. Il y a eu des études menées par Harvard en collaboration avec Google. Ils ont analysé des centaines d'équipes. Et quelle a été la conclusion? Les meilleures équipes, même si elles ont la même formation, des informaticiens par exemple, des Googlers, sont celles qui rassemblent des personnalités différentes au sein du groupe. Nous le savons. Mais, et nous revenons maintenant à ce que tu disais, qui arrive au sommet? Qui commande? Ceux qui disent « Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Je sais ce que nous voulons. Voici les chiffres. Cette année, nous devons atteindre tel et tel niveau de vente, de chiffre d'affaires, etc. » Et pour le reste, il suffit de travailler dur. Ils ne s'intéressent pas aux autres, ni à d'autres points de vue, parce qu'ils sont, et c'est la leçon la plus difficile que j'ai dû apprendre et que je n'ai acceptée que ces dernières années. Non, c'est vrai. Ils sont sincèrement convaincus qu'ils le font pour toi, pour le reste du monde, pas pour eux-mêmes. Je veux dire, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que ces gens croient vraiment à ce qu'ils disent? Croient-ils vraiment que leur approche est la bonne, et la seule bonne? Et tu dis que oui, ils y croient. Des personnes comme Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, ils sont absolument sûrs d'eux.
Eh bien, même si je pense que les gens savent souvent qu'ils n'ont pas raison et que je ferais les choses différemment, ils n'ont pas le courage ni l'énergie, oui les tripes, de dire stop, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Tu veux dire les dirigeants eux-mêmes? Ils dépendent, c'est comme une chaîne, ils dépendent de ce mécanisme, ils dépendent de leur poste, ils ont une famille, ils doivent payer les factures tous les jours, ils ont besoin de revenus, et à la fin du mois, ils ont besoin d'un salaire. Tu veux dire les personnes qui réussissent ou bien les gens qui les entourent? Les autres, ceux qui ne disent pas « Arrêtez, nous devrions faire autrement ». Écoutons cette personne ou cet autre. Analysons cela objectivement, comme un médiateur. Regardons bien, quelque chose ne va pas ici. Pourquoi faisons-nous la guerre alors que nous sommes économiquement en faillite? Quelle est la logique là-dedans? Nous n'avons pas d'argent à investir dans les écoles, la santé, l'industrie, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons de l'argent pour aller faire la guerre. Mais est-ce que cela, en réalité, est-ce que le type de personnalité ou la combinaison des types de personnalités des gens influence la manière dont ils perçoivent la réalité? Je veux dire, est-ce que différents types de personnalités perçoivent la réalité différemment? Totalement différent. Ils ont une approche totalement différente. Comme je l'ai dit, le médiateur, avant d'avoir tout analysé, réfléchi aux résultats et médité dessus, ne parle pas et n'agit pas. En revanche, les performants, ouah, voilà où je veux aller et j'y vais. Avant toute analyse. Donc ils agissent sur des idées préconçues. Je veux dire, ils doivent bien avoir une raison de faire quelque chose, non? Eh bien, je veux dire, l'éducation est importante. La façon dont ils grandissent, leur mentalité, tu vois, un Suisse est différent d'un Américain. En général, tout entre en jeu. Mais la base, c'est l'état d'esprit et la manière dont ils influencent le comportement. Et comme tu le dis justement, ils ne réfléchissent pas, ils agissent. Bien sûr qu'ils réfléchissent, mais tout est orienté vers ou lié à leur objectif. Nous devons être les premiers et nous devons le rester. Donc, il s'agit bien de psychologie personnelle, n'est-ce pas? Le domaine dans lequel vous travaillez, les études comportementales, c'est bien ça. Mais en même temps, vous soulignez aussi que ce comportement n'est pas seulement influencé. Il dépend également des personnes avec qui il travaille. Alors, quand ces performants rencontrent d'autres performants, leurs pairs, disons, comment commencent-ils à se comporter par rapport au moment où ils travaillent, par exemple, avec un défenseur dont ils savent qu'il fera tout ce qu'ils veulent? Comment l'image change-t-elle parmi les performants? Eh bien, c'est là le point crucial. Les performants sont simplement transactionnels, commerciaux. Ils disent « D'accord, si je suis numéro 1 et que tu dis « Vouloir être numéro 1, très bien, quel accord devons-nous conclure? Que m'offres-tu » et ainsi de suite. Tout cela se situe donc sur un plan matériel, commercial, faire des affaires, rester à cette position. Et comme l'a dit Alex Kreiner, que je trouve aussi très intelligent, l'économie commande le monde. Donc, tout tourne autour de l'argent qui au final influence tout le monde parce que j'ai besoin d'un emploi, je dois payer les factures et ainsi de suite. Mais ce que tu dis est important, c'est au niveau individuel, mais cela a un reflet collectif. Cela se répercute sur la collectivité. Et là, nous revenons à la neutralité à la Suisse. Nous devons comprendre ce que veut la partie francophone et comment elle perçoit les choses.
Pour moi, l'un des principaux problèmes de ces dernières années a été d'abandonner l'effort de comprendre comment fonctionne l'autre camp. Je veux dire, surtout en ce qui concerne les Russes. Même en Suisse, il y a un grand nombre de personnes qui disent que la Russie ne peut être traitée que par la confrontation et rien d'autre. Quiconque essaie de comprendre la Russie est, en allemand, on a même inventé ce mot affreux, quelqu'un qui comprend M. Poutine. Et maintenant, c'est devenu un terme péjoratif. C'est un gros mot. Comment en est-on arrivé là, en Europe en général, et encore plus en Suisse, à suivre cette tendance consistant à diaboliser par défaut certains groupes de personnes sur la scène internationale? Manque de confiance. L'une des personnes que vous avez interviewées a dit que c'était un manque de confiance. C'est parce que, comme je l'ai déjà dit, l'Europe est en faillite. Vous êtes techniquement en faillite. Alors comment puis-je me sentir bien? Comment puis-je être constructif si je n'ai pas confiance en moi? Et c'est nous qui avons fait cela. Nous tous, toute la communauté. Bien sûr, il y a les décideurs. Mais je me souviens que dans les années 1990, lorsque je faisais mon MBA à Zurich, nous avions des professeurs allemands qui venaient et nous, les étudiants, disions « Oh, n'est-ce pas un peu dangereux d'exporter notre savoir-faire technique vers l'Est ?» Et ils répondaient « Pff, des performants, pff, ils sont capables de rien d'autre que de copier des choses. » Oh, les performants. Eux aussi sont sur leur grand cheval. Je veux dire, personne ne peut nous égaler. Ils sont sincèrement convaincus d'avoir raison, d'être les meilleurs et que le monde a besoin d'eux. Ils y croient vraiment. Et seuls nous, conciliateurs, enthousiastes, médiateurs et défenseurs, pouvons les arrêter et leur dire « Bonjour, il existe d'autres valeurs dans ce monde. Investissons dans des choses réelles, pas dans la guerre. » Alors, lorsque vous essayez de réparer des équipes dysfonctionnelles, et j'imagine que vous en avez vu un certain nombre au cours de votre carrière, si l'on considère l'Occident comme une équipe dysfonctionnelle, que faites-vous? Comment utilisez-vous les modèles que vous avez élaborés pour aider les équipes à se rétablir? Il faut changer la direction. Il faut avoir confiance en soi et dire « J'ai eu un cas très concret et formidable. » Une équipe avait été constituée et l'entreprise intégratrice avait désigné un chef pour cette équipe. Mais cela ne s'est pas bien passé. J'ai fait passer des tests à chaque individu, puis au groupe, sur soi, les autres, etc. Et il s'est avéré qu'il n'acceptait pas le chef, le responsable d'équipe. Alors j'ai dit « Très bien, pourquoi ne pas vous gérer vous-même ? C'est la démocratie, vous savez. » Au début, la direction était contrariée et a dit « Oh, nous venons juste de le nommer chef de cette équipe. Nous ne pouvons pas... Enfin, ce serait embarrassant de devoir changer cela. » Mais j'ai répondu « Voulez-vous que les gens fassent leur travail avec succès et satisfaction? Alors, il faut laisser cette équipe s'autogérer. » Et ils l'ont fait, et cela a parfaitement fonctionné. Alors, l'équipe a ensuite remplacé le patron. Ce n'était pas changé. Ils se sont débrouillés eux-mêmes, ils n'ont plus de patron. Je veux dire, c'est très encourageant parce que, vous savez, je ne cesse de dire à mes étudiants, nous sommes une planète de 8 milliards d'habitants et nous n'avons personne au-dessus de nous pour nous dire quoi faire, n'est-ce pas? Nous sommes condamnés à l'autogestion, à moins d'être religieux ou, vous savez, de croire aux extraterrestres. Mais cela mis à part, nous sommes condamnés à l'autogestion. Alors, selon vous, comment un collectif comme la Suisse devrait-il corriger ces, disons, angles morts et zones d'ombre? Je veux dire, tout ne fonctionne pas et tout n'est pas mauvais en Suisse. Mais nous avons, surtout en matière de guerre et de paix,
beaucoup de travail à faire, comme le reste de l'Europe. Comment utiliser une approche d'autogestion pour corriger ces attitudes très négatives envers le reste du monde? Eh bien, je pense que tout commence par l'éducation, bien sûr, dans les familles, dans les écoles, pour apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, à s'exprimer et à partager leurs opinions. Et cela n'arrive pas souvent, car on leur dit quoi faire. Tu ferais mieux d'écouter, sinon il y aura des sanctions. C'est le système classique. Cela nous revient en pleine figure en ce moment. Je veux dire, l'Union européenne sanctionne ses propres citoyens vivant dans l'Ugamare, en leur disant qu'il s'agit d'une mesure disciplinaire. Vous n'avez rien fait d'illégal, nous sommes simplement là pour vous discipliner. C'est donc exactement ce type d'état d'esprit. En réalité, un état d'esprit autoritaire, n'est-ce pas? J'ai raison, vous avez tort, et je vous punirai jusqu'à ce que vous fassiez ce que je dis. Ou bien de me quitter ta communauté de manière ou d'une autre. Mais le fait est qu'un régime autoritaire repose sur un manque de confiance et un manque de respect de soi. Car si je me respecte, je respecte l'autre, n'est-ce pas? Et c'est cela qui est important en psychologie, comprendre que nous devons commencer par nous-mêmes. Oui, tu sais, c'est ce que j'entends aussi d'autres personnes sur ma chaîne, non? L'un des principaux problèmes, c'est que l'Occident et nos sociétés en ce moment manquent profondément de confiance en elles. Je veux dire, une société sûre d'elle, Jacques Pau le répète souvent, n'a pas besoin d'interdire des médias comme Russia Today ou Sputnik. Elle dirait simplement, très bien, qu'ils lisent ça, ça ne me dérange pas. Pendant la guerre froide, les journaux soviétiques n'étaient pas du tout interdits. On pouvait les acheter à la gare centrale de Berne et à celle de Zurich. Ils étaient là. Mais aujourd'hui, nous vivons une période de très grande insécurité intérieure, n'est-ce pas? Pas seulement une menace extérieure, mais une insécurité qui vient de l'intérieur. Est-ce que c'est l'un des problèmes? Absolument. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai parlé de ce que j'ai vécu dans les années 1990. Nous avons bradé notre savoir industriel, à d'autres, et maintenant nous en subissons les conséquences. Au lieu de dire « d'accord, nous avons eu tort, nous avons fait une erreur, il faut recommencer », nous devons reconstruire le savoir en Europe, en Suisse, et ainsi de suite. Parce que, par se vendre, tu veux dire qu'on l'a simplement remis en disant « vas-y, fais-le ». On n'a pas seulement importé de chez vous, on a dit « fais-le » et je m'en fiche. Parce que le profit était bien plus élevé. Tournez autour du profit, rien d'autre. Oui, donc c'est là que tout l'état d'esprit du genre « je suis le meilleur et personne ne pourra jamais atteindre mon niveau » commence à se relier à l'économie, non? Quand tu te dis « puisque je suis déjà si bon, pourquoi ne pas laisser les autres fabriquer les trucs pour moi, le faire moins cher, et ensuite je dirais simplement « tu sais, conçu en Californie, fabriqué en Chine ». Enfin, c'était quoi déjà le slogan de l'iPhone, non? Ce genre de mentalité nous a essentiellement menés au point où nous nous sommes désindustrialisés. Et pour moi, c'est une leçon magnifique, à l'échelle mondiale, internationale, sur la façon dont l'arrogance peut mener à l'autodestruction. Mais il n'est pas trop tard, nous pouvons commencer par dire « d'accord, c'était une erreur ». Par empressement à gagner plus d'argent, et ainsi de suite, nous avons fait cela. D'accord, tout le monde fait des erreurs. Alors commençons à investir dans des choses réelles. Parlons aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, aux étudiants. Et que vous?
Désolé, c'est juste que j'ai cette question en tête maintenant. L'un des problèmes, c'est que nous avons ces personnes performantes qui sont aussi très arrogantes, qui ne se remettent pas en question, qui finissent par diriger les choses et commettent de telles erreurs. Mais, comme ce sont des performants, ils ne peuvent pas admettre leurs erreurs. D'un autre côté, ils ont autour d'eux d'autres types de personnalités qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas vraiment leur dire les choses. Est-ce que les performants ont réellement... Enfin, est-ce que c'est l'un de leurs traits caractéristiques de chercher à faire sentir aux autres qu'ils sont stupides ou incompétents? Est-ce que cela en fait partie? Ou comment se fait-il que les performants aillent si loin alors que les autres restent simplement silencieux? Sevilla brutali votu va incompétent. Oui. Mais est-ce qu'ils essayent vraiment de les faire se sentir incompétents? Je veux dire, toute cette question de, tu sais, manipulation psychologique. Non, c'est non. C'est simplement comme ça pour eux. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment convaincus que le monde a besoin d'eux, que la famille a besoin d'eux, que l'entreprise a besoin d'eux, vraiment. Donc la responsabilité, et il faut arrêter de dire « Oh, c'est un narcissique, c'est un je sais pas quoi, borderline », et tous ces diagnostics ne font que nuire à la société et propager la négativité. Non, il faut se demander, pourquoi est-ce que je ne me lève pas? Pourquoi est-ce que je ne partage pas mon opinion? C'est ça la vraie question à se poser. Donc, dans un système démocratique, et vous savez, l'Europe, malgré toutes ses erreurs, reste dans une large mesure composée de démocratie. Elle est encore formée de démocratie. Nous avons toujours des droits fondamentaux, même si Luca Guerrero et d'autres tentent de les attaquer de toutes parts. Mais nous avons encore ce qu'il faut pour nous exprimer. La solution donc, c'est simplement de se lever, de dire « D'accord, j'accepte que la direction actuelle ait des lacunes et je ne vais pas simplement essayer de se renverser. Je vais essayer de les corriger. » Exactement. J'ai des idées, j'ai des perceptions, j'ai des points de vue, mais je dois les exprimer. Et dans Avatar, la troisième partie, je ne regarde pas ces films, mais mon partenaire m'a dit qu'à un moment donné, le père dit à son fils, « C'est pas la démocratie, c'est la famille. » Et c'est tellement brillant. C'est exactement ce qui se passe dès le tout premier jour. Nous en faisons l'expérience, les parents sont les commandants. Et malheureusement, ce n'est pas la base de la démocratie. Ouais. Donc, tout commence dans la famille. Tu sais, moi aussi je le remarque. C'est très culturel, la façon dont ils nous façonnent. Je veux dire, en général, quand tu vois un groupe de Suisses essayer de prendre une décision, ils se mettent très vite à voter. Voici les options. Que fait-on? Et ensuite, la majorité tranche. Ailleurs, on observe d'autres mécanismes de prise de décision. Mais l'idée de voter pour décider, de simplement suivre la règle de la majorité, est-ce quelque chose qui aide en soi? Ou est-ce simplement la manière dont les Suisses ont tendance à aborder les questions de ce qu'il faut faire? Oui, je pense que les règles peuvent aider. Par exemple, le fait d'avoir une voix me donne une certaine estime de moi. Bien sûr, c'est souvent illusoire, car en pratique, les personnes qui réussissent sont très douées pour manipuler les autres. Tu sais, elles sont très éloquentes, très compétentes, elles ont un charisme naturel. Les personnes qui réussissent sont naturellement charismatiques. Oui. Oui. Donc, pour revenir à la raison pour laquelle la Suisse est toujours une démocratie, c'est parce que nous en avons 7. Par exemple, c'est une bonne illustration du principe. Nous avons 7 conseillers fédéraux.
Nous n'avons pas de spectacle dirigé par un seul homme ou une seule femme, non. Nous en avons 7. Cela oblige donc, institutionnellement, le gouvernement national, à dialoguer, à écouter les autres. Oui, nous n'avons pas de Premier ministre. Le pouvoir du Premier ministre, comme on le connaît dans d'autres pays, est réparti en Suisse entre 7 ministres, et ils sont tous égaux. En fait, il faut que 4 d'entre eux sur 7 soient d'accord pour que le gouvernement prenne une décision. Donc, pour résoudre le problème du pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme ou d'une seule femme, ce serait un modèle. Diviser le poste de Premier ministre en 7 ou 10 personnes. Pourquoi pas? Et dans les familles aussi, nous devrions avoir un vote pour les enfants. C'est mon idée, vous savez. Oui. D'accord. Je dois te raconter une anecdote tirée de mon expérience d'enseignement, parce qu'elle va de pair avec l'idée d'éducation et de maturité, de responsabilité. Tu vois? J'enseigne ou j'enseignais des cours de licence sur la politique européenne. Et dans chacun d'eux, je consacrais une séance complète de 90 minutes à la démocratie directe et à son fonctionnement en Suisse. J'explique les différents outils, les référendums, etc. Et le fait que nous allons voter 4 fois par an sur 3 ou 4 sujets et que nous décidons de tout. Et mes étudiants disent généralement tous « Oh, comme c'est bien, c'est très bien ». Je veux dire, c'est agréable que tout le monde puisse voter sur les lois et sur les modifications constitutionnelles 4 fois par an. C'est tout de même beaucoup de pouvoir donné à l'individu, non? Et ensuite, je leur demande de voter pour savoir s'ils aimeraient que ce système soit mis en place dans leur propre pays, où ils pourraient voter aussi souvent. En 5 ans, je n'ai jamais eu une seule classe où la majorité répondait oui. 4 fois, la proposition a été rejetée, et une fois, c'était un partage à 50-50. Alors je leur ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi aimez-vous ce système, mais ne le voudriez-vous pas dans votre propre pays ?» La majorité des réponses que j'ai reçues étaient « Cela peut fonctionner en Suisse, où la population est mûre, mais dans mon pays, il y a tellement de gens peu instruits. Nous prendrions de mauvaises décisions. » Mais n'est-ce pas fascinant? N'est-ce pas fascinant, cette idée que les autres voteraient mal? Un manque de confiance. Un manque de confiance. Un manque de confiance envers les autres. Confiance en soi, n'est-ce pas? Il y a donc quelque chose là. Et il s'agit d'un groupe d'étudiants de premier cycle bien instruits. Ils ne sont pas, enfin ce n'est pas surprenant. Et c'est en réalité un comportement d'élite, n'est-ce pas? Pensez, moi, je sais, mais je ne fais pas confiance aux autres pour savoir aussi bien. Eh bien, je pense que c'est le résultat en particulier du système éducatif. Vous savez, où on leur dit « non, tu n'es pas assez mûr », ou bien cela commence dans la famille avec ce martèlement constant. Quand je me suis séparée du père de mon fils, nous avons toujours une très bonne relation. J'ai été tellement critiquée pour avoir parlé avec mon fils de 6 ans du conflit que nous avions et des raisons pour lesquelles je voulais une séparation. J'ai été vivement critiquée par mes amis et ma famille pour cela. Ils disaient « Tu ne peux pas parler de telles choses avec un enfant de 6 ans. Il ne peut pas comprendre. » Mais il a prouvé qu'il pouvait comprendre. Un jour, j'étais allongée dans mon lit en train de pleurer à cause de l'échec du mariage. Je me sentais mal et coupable. Et il est venu me dire « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu « J'ai peur, je suis inquiète, je ne sais pas comment ça va se passer, et ainsi de suite. » Il a quitté la pièce, est revenu avec une flèche qu'il avait fabriquée en papier, l'a mise dans mes mains et a dit « Maman, tu sais où aller. » 6 ans. Et pour moi, ce fut un privilège recevoir ce son d'un garçon de 6 ans qui a encouragé sa mère « Tu trouveras un chemin. » C'est ça, tu vois. Croire que nous seuls savons ce qui est le mieux. Je veux dire, d'une certaine manière, nous sommes condamnés à faire cela, non?
parce que nous pouvons tout remettre en question, mais nous devons croire que nous avons au moins une certaine prise sur la réalité, non? Nous sommes condamnés à nos propres convictions. Une fois qu'on a une conviction, on ne peut pas constamment douter de soi. Sinon, on s'effondre complètement. Mais d'un autre côté, l'idée que les autres puissent aussi avoir raison, que ce soit pas seulement noir ou blanc, c'est aussi très important. Mes étudiants me disaient souvent « Oh, regarde ce qui s'est passé avec le Brexit. Les gens ont mal voté, ils ont quitté l'UMR. » Et moi, je répondais « Eh bien, laissons le temps faire son œuvre. » Et plus le temps passe, moins ça semble être une si mauvaise décision, n'est-ce pas? C'est juste que je ne sais pas comment gérer ce problème fondamental. D'un côté, nous devons avoir certaines convictions, et de l'autre, il faut assez d'humilité pour dire « D'accord, très bien, peut-être que les autres n'ont pas tort non plus. » Je pense que c'est parce qu'il nous manque la conviction et la compréhension que chacun possède des forces et du potentiel. Car si nous en prenions vraiment conscience, nous tiendrions automatiquement compte des opinions des autres. Mais le problème, c'est que l'éducation te dit que tu dois savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu es un échec. Voilà l'équation. Tu dois au moins faire semblant de savoir ce que tu veux, sinon tu es un échec. Pourquoi? Nous sommes tous si différents. Nous avons tant de valeurs. Je vais te donner un autre exemple. J'étais à l'université. J'étais assistant d'un professeur de droit à l'époque et j'enseignais des cours pour des étudiants en économie, le droit pour les étudiants en économie. Il posait des questions bien plus intéressantes que les étudiants en droit, précisément parce qu'ils étaient ignorants. Ils faisaient preuve de plus de créativité dans leur manière de penser le droit que les étudiants en droit, déjà enfermés dans un schéma « voilà ce qu'est le droit, ceci est juste ». Cela est faux, et ainsi de suite. Pour moi, c'était aussi une leçon du genre « Oh, c'est une question intéressante, je n'y avais jamais pensé. Ah, les étudiants en économie. » Oui, et tu sais, les enfants posent souvent les meilleures questions, parce que ce sont de vraies questions, tu vois? Des choses qui nous font rire, mais qui sont de vraies questions. Et quand on y réfléchit, on se dit « Ah oui, en fait, c'est une bonne question. » Alors, remettons cela au niveau politique. Quelle serait ta recommandation? Disons que nous entrons maintenant dans une phase où nous devons réparer les institutions. Nous devons réformer les Nations Unies, réparer ou peut-être remplacer l'Union européenne, assurer la sécurité sur le continent européen, car nous n'avons pas de sécurité. Quelle serait, disons, une politique concrète que tu penses devoir être mise en œuvre pour répondre à ce besoin d'équilibrer ces différentes personnalités? Introspection? Nous devons imposer l'autoréflexion, d'une manière ou d'une autre, au sein des institutions que nous créons. Et bien sûr, analyser la réalité avec l'aide de médiateurs. Ce n'est peut-être pas un mauvais exemple. Dans une société ouverte, où nous bénéficions de la liberté d'expression fondamentale et ainsi de suite, on trouve des plateformes comme YouTube, avec ses 2,5 milliards de spectateurs, et certaines personnes qui cherchent naturellement à jouer ce rôle de médiation, d'explication, et ainsi de suite. Dans un environnement libre, on dispose naturellement d'un contrepoids à ces tendances négatives, où chacun essaye d'atteindre le sommet. C'est très intéressant, Marianne. En un sens, tu nous ramènes à l'idée que nous avons besoin de sociétés libres pour maintenir l'équilibre. Eh bien, nous ne pouvons être libres que si nous savons qui nous sommes. Ouais.
Et voilà le point. Revenir aux racines, à mes racines. Qui suis-je? N'est-ce pas fascinant que nous ayons cette « qui suis-je » c'est celle que mes parents disent. N'est-ce pas fascinant que nous ayons ces discussions depuis 2400 ans et que certaines personnes disent encore « Ah, la philosophie ne sert à rien ». Tout ramène à cela. Je suis tout à fait d'accord. On le trouve dans La République de Platon et dans d'autres écrits également. Marianne, si les gens veulent te trouver, toi et ton travail, où devraient-ils aller? Eh bien, demarchestone.com, mymarcum.com. .com. En attendant, nous en avons 30 certifiés. Je fais également de la formation et de l'enseignement sur nos tests. Vous pouvez apprendre à les adopter. Nous avons maintenant 30 consultants MyMarc certifiés et nous sommes présents à l'international. Je suis récemment allé à Singapour pour certifier mes consultants et je suis heureux de pouvoir étendre nos activités. Je retournerai bientôt en Asie. D'ailleurs, j'étais au Japon dans les années 90. C'était une expérience très intéressante. Je serai en Asie en mars et je trouve que le monde est vraiment fascinant. Nous pouvons apprendre chaque jour et c'est ce qui rend la vie formidable. Oui, tout à fait. Et, vous savez, l'une des choses que l'on constate quand on fait ce genre de conseils en entreprise, c'est aussi ce que j'ai réalisé avec des personnes comme M. Glassl, c'est que si vous avez un modèle qui fonctionne et qui aide réellement les entreprises et qu'elles vous engagent, puis que d'autres vous engagent à leur tour pour cette raison, c'est en quelque sorte une preuve de réussite, un saut de succès. Très bien. Un impact concret. Je serais donc très heureux si nous pouvions utiliser ce type d'impact concret au niveau politique. La question sera toujours de savoir si l'environnement politique est tout aussi favorable à la mise en œuvre de telles idées. Mais je suis très heureux que vous les partagiez avec nous. Merci donc pour vos explications et Marianne Volonté, tous mes vœux. À la prochaine fois. Merci Pascal Lotaz et encore félicitations pour votre podcast. Merci.